Une petite fille disparaît alors qu'elle rentre chez elle à vélo. Découvrez cette affaire passionnante à multiples rebondissements qui trouvera son épilogue bien des années plus tard et qui va mettre en lumière les failles de la justice américaine. Et si au lieu d'être présumé innocent aux États-Unis, vous étiez présumé coupable? C'est la question du jour. Aujourd'hui, la triste histoire de Jodi Parrack. Hello les amis, je vous rappelle que notre Instagram a changé de nom, ce n'est plus LilaXLilia mais YouCrimSisters, et d'ailleurs merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On a vu le nombre d'abonnés augmenter, plus que d'habitude en tout cas, depuis la dernière vidéo où on vous l'annonçait, alors 1000 merci, et comme toujours, bon visionnage. La petite Jodi a 11 ans, c'est une charmante jeune fille qui habite la ville de Constantine dans le Michigan. Elle est élève de 5e année à l'école primaire de Riverside et le 8 novembre 2007, dans l'après-midi, elle se rend à vélo chez une amie qui habite tout près de chez elle pour jouer. Tout se passe sans accroc, les fillettes profitent de leur après-midi, puis vient l'heure du dîner. Il est temps pour Jodi de rentrer chez elle. Elle prend son vélo, elle n'a que quelques mètres à faire pour regagner son domicile, son amie encore une fois habitant tout près de chez elle. C'est un trajet qu'elle a l'habitude de faire et qui ne dure qu'une poignée de minutes. Mais voilà, l'heure du dîner arrive et Jodi n'est toujours pas rentrée. Alors sans tarder, sa mère, Jo, appelle la maman de l'amie de Jodi, mais cette dernière lui annonce que Jodi est partie depuis un moment. Elle aurait dû, en principe, être rentrée chez elle. Toutes les deux se rendent compte que quelque chose cloche et c'est sans tarder que les recherches vont commencer. La maman, aidée de quelques voisins, vont commencer par fouiller rapidement les alentours et ne trouvant pas la petite, Jo, la mère de Jodi, prévient immédiatement la police qui, à son tour, se met sans attendre à la recherche de la fillette. Mais l'angoisse va être de courte durée, malheureusement, puisque peu de temps après, alors que la maman était en train de sillonner les environs, elle fait, elle-même, une macabre découverte dans le cimetière de la ville. Elle tombe nez à nez sur le corps de sa fille. La petite a été jetée au pied d'une pierre tombale. Jodi, 11 ans, est morte. Les secours et les policiers arrivent rapidement sur les lieux et effectivement, ils ne peuvent que constater le décès de la jeune fille. Mais alors, que lui est-il arrivé ? Le médecin légiste va indiquer dans son rapport que la fillette est morte par asphyxie. En d'autres termes, elle a été étouffée à mort, mais ce n'est pas tout. La fillette présente des traces évidentes d'abus sexuels. Alors le mobile du meurtre ne fait plus aucun doute. Il est d'ordre sexuel. Et un homme va sortir du lot et immédiatement être suspecté. C'est un policier de réserve, un certain Ray McCann. Il connaît bien la victime et sa famille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était immédiatement porté volontaire pour les recherches le soir du drame. Et s'il attire l'attention des enquêteurs, c'est parce qu'il avait immédiatement et à plusieurs reprises suggéré à ses collègues de fouiller le cimetière de la ville. C'est au total à 4 personnes qu'il a suggéré de fouiller l'endroit. Une bien étrange prédiction pour ses collègues et témoins. Comment savait-il que la petite était dans le cimetière? Ray va tenter de se justifier. Il connaît bien la région puisqu'il y est né, et pour lui, ça semblait être l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. La population découvre au travers des médias l'horrible nouvelle, il y a un prédateur d'enfants dans la ville, et on découvre le visage du suspect numéro 1, Ray McCann. Il est présenté comme le responsable probable de la mort de la fillette, et la population est convaincu de sa culpabilité. Après tout, si la police l'a dans le collimateur, ce n'est pas pour rien. Mais voilà, lors de son interrogatoire, Ray nie tout en bloc. Il n'a rien à voir dans cette histoire. S'il a suggéré le cimetière, c'est encore une fois parce que selon lui, eh bien, il est à l'abri des regards. Mais ses collègues n'en démordent pas, ils ont l'intuition qu'il les a mis volontairement sur la piste en connaissance de cause, car c'est l'auteur du meurtre. Et au plus grand dam des enquêteurs, il n'y a pas assez de preuves pour inculper Ray, qui est donc relâché. Mais voilà, il est trop tard pour Ray. Plus personne ne croit en son innocence, d'autant plus que la police ne va pas hésiter à dire, à qui veut bien l'entendre, qu'ils ont des preuves qui le lient directement au meurtre. Tout d'abord le sable retrouvé sur les baskets de Jodi, qui serait le même que le sable présent dans la cour de Ray, pire même, son ADN aurait été retrouvé sur le corps de la fillette.
La nouvelle fait le tour de la ville, Ray va continuer de crier son innocence, mais en vain, les policiers se concentrent sur lui et essayent de retracer tous ses faits et gestes le jour de la disparition de Jody. Pour ce faire, il sera interrogé sans relâche. Ray essaye de trouver de l'aide où il le peut. Il explique qu'il y a bien des témoins, qu'il le place ailleurs que dans le cimetière. Un employé d'un magasin à qui il a dit qu'il cherchait la fillette, par exemple. On interroge le témoin en question, mais il nie tout en bloc. Puis Ray parle de ce vigile qu'il a croisé au parc de la ville, mais lui aussi interrogé, il va nier avoir rencontré Ray. Impossible donc pour Ray de prouver ce qu'il faisait exactement le soir de la disparition, pendant les recherches. Mais, encore une fois, il n'y a de toute évidence pas assez de preuves pour le boucler, puisque le temps va passer, 5 années au total, sans qu'il ne soit mis derrière les barreaux. Pour la communauté, il est un prédateur, il est dans la nature, c'est une quasi-excommunication que vit Ray McCann. Et durant ces 5 ans, c'est 20 fois qu'il sera convoqué par la police qui ne désespère pas de le coincer, et à chaque fois Ray répondra présent et sans la présence d'un avocat en gage de bonne volonté. Il est innocent et il n'a rien à cacher, alors pour inspirer la confiance, c'est seul qu'il se rend à chaque convocation de la police. C'est un véritable bras de fer qui se joue au fil des ans. Hélas, Ray déclarera aux enquêteurs, je cite, « Vous voulez une confession que je ne peux pas vous donner. Je ne l'ai pas trouvée, je ne l'ai pas mise dans le cimetière et je ne l'ai pas tuée. » Mais alors, que fait son ADN sur la scène de crime s'il est innocent? Et ça, Ray ne se l'explique pas. Il essaye quand bien même de se défendre. Il était parmi ceux qui recherchaient la fillette ce soir-là. Alors peut-être qu'il s'agit d'un ADN de transfert. Il a été en contact avec la mère de Jody, qui a elle-même été en contact avec le corps de sa fille, puisque c'est elle qui l'a trouvé. Alors peut-être que ceci explique cela. C'est même lui qui a éloigné la mère de sa fille lorsque, désemparée, elle a découvert le corps. Mais ça, la mère de Jody n'y croit pas une seconde. Elle conteste avec véhémence. Non, elle n'a jamais été en contact avec Ray, il ne l'a jamais touché. Mais toujours faute de preuves, impossible de le boucler, alors 5 ans plus tard, en 2012, la police accélère, rebelote. Ray est à nouveau convoqué. Des enquêteurs lui expliquent qu'ils ont des preuves scientifiques solides prouvant qu'il a touché au corps de la fillette et que c'est lui qui l'a placé dans le cimetière. Mais Ray demande à ce qu'on lui prouve les choses. C'est une chose d'être suspecté, mais qu'ont-ils vraiment contre lui? Et là, la police est embarrassée, car en réalité, et contrairement à ce qui a été dit dans les médias et à la propre famille, à la fois de la victime et du suspect, il n'y a jamais eu l'ADN de Ray sur la fillette. En revanche, son ADN était présent à 7 mètres du corps de Jody dans le cimetière. Et non, ce n'est pas une erreur malencontreuse des policiers, ils ont volontairement fait courir le bruit et menti à Ray lors des interrogatoires pour le faire craquer. Il n'est pas rare en effet que les policiers prêchent le faux pour avoir le vrai. Mais peu importe les dénégations de Ray, les enquêteurs bouclent leur dossier. Ray est coupable et c'est désormais la justice qu'il va devoir convaincre. Et comme il n'y a pas assez de preuves pour l'accuser de meurtre, les policiers décident de le coincer autrement. Non pas pour meurtre, donc, mais pour parjure. Ray est alors accusé de parjure près de 6 ans après les faits. Les officiers, dans leur rapport, ont bien évidemment fait état de cet ADN trouvé à moins de 7 mètres du corps, mais ce sur quoi ils vont s'appuyer pour le coffrer, ce sont les déclarations contradictoires de Ray et de divers témoins concernant son alibi. Et mentir est puni par la loi. C'est ainsi que Ray est accusé de 5 chefs de parjure. Pour ne citer qu'un exemple, Ray avait déclaré qu'il s'était rendu près d'un barrage, non loin du cimetière, pour vérifier que la fillette ne s'y trouvait pas. Or, une caméra de surveillance située sur le chemin menant au barrage avait été étudiée et Ray n'apparaît pas sur les images. C'est pour la police du Michigan la preuve par A plus B que Ray ment. Et Ray risque gros, des dizaines d'années de prison. Las d'essayer de prouver son innocence et de peur d'être enfermé un long moment derrière les barreaux, il finira par accepter un compromis proposé par la justice. S'il accepte de plaider coupable de l'un des chefs de parjure concernant une conversation qu'il a dit avoir eue avec un autre témoin, le soir du crime, conversation réfutée par le témoin, il ne fera que 20 mois de prison au lieu de plusieurs années. Ray a trop à perdre, alors il accepte, et le voici, enfin
derrière les barreaux pour le plus grand bonheur de tous, les policiers, la famille de Jody et aussi et surtout pour la communauté de Constantine. Ils pensent qu'enfin leurs enfants sont en sécurité avec ce prédateur à l'ombre. Mais c'est en réalité loin d'être le cas, puisque le 28 juillet 2015, alors que Ray croupit en prison depuis 5 mois, une autre fillette de la région va se manifester. Elle a 10 ans. Il s'agit de la petite Mackenzie Stafford, originaire de White Pigeon, une ville voisine de Constantine. Et cette fillette a de toute évidence échappé au pire. Elle explique à ses parents, puis à la police, qu'un vieil homme lui a demandé de l'aider à déplacer des cartons dans son garage, situé dans le parc de mobil-home de Colonial Estates de la ville de White Pigeon. La petite ne s'est pas méfiée, elle est allée dans le garage pour aider cet homme lorsque ce dernier a sorti un couteau et l'a attrapé pour l'empêcher de hurler en lui mettant la main sur la bouche. Mais l'enfant s'est débattue dans la lutte, elle a légèrement été tailladée au niveau du torse, mais par chance, elle a réussi à échapper à son agresseur. Le ravisseur a bien essayé de lui courir après, il a aussi essayé de la retenir en la frappant à l'aide d'une rallonge, mais en vain. La petite s'en était tirée avec des ecchymoses sur les épaules et les bras, en plus de sa coupure au torse. Un vrai miracle. Les policiers se sont immédiatement rendus sur place, chez un certain Daniel Furlong, surnommé Dan, 65 ans, et étonnant, après vérification, cet homme a un casier judiciaire vierge. Sa maison est fouillée et les policiers vont y faire une étrange découverte. Ils trouvent accroché sur le mur de son garage une liste avec dessus inscrits les noms de plusieurs fillettes du voisinage, habitant tout comme lui le parc de mobil-home de White Pigeon. Et sur cette liste, il y a le nom de Mackenzie. Voilà donc comment une fillette de 10 ans a mené des enquêteurs bornés à la porte d'un meurtrier. Dan Furlong va avouer connaître les identités des enfants du voisinage grâce à son petit-fils qui était leur camarade de classe. Mais ce n'est pas tout. Les policiers découvrent qu'il a vécu il y a quelques années de cela dans la même rue que Jody, au moment même du meurtre. Alors ni une ni deux, des prélèvements ADN sont effectués et on découvre que c'est le même ADN qui a été trouvé sur les vêtements de Jody. Et oui, ce que la police s'était bien gardée de dire à tous, c'est qu'il y avait un ADN inconnu sur la fillette. Mais voulant à tout prix arrêter Ray McCann, il s'était, encore une fois, bien gardé de le dire qu'il y avait donc des traces de sang et des traces salivaires inconnues sur les vêtements de la fillette. Et jamais auparavant, Daniel Furlong n'avait été suspecté ni même interrogé dans l'affaire de la petite Jody. C'est la stupéfaction et rétrospectivement on ne peut que constater tout l'acharnement qu'a subi le pauvre Ray qui dans le fond avait juste cherché à aider et rendre service le soir de la disparition de Jody, ce qui vous l'aurez compris l'a directement mené derrière les barreaux. Mais ça on y reviendra plus tard. Mais voilà, Dan Furlong ne va pas avouer aussi facilement les choses. Lorsqu'on lui demande s'il a quelque chose à voir avec le meurtre de Jody, il nie tout en bloc. Non, il est innocent, mais pourtant, c'est bien sa salive et son sang qui ont été retrouvés sur les habits. Mais Dan continue de nier, et sa défense est de déclarer qu'il doit y avoir une erreur dans les analyses ADN. Bien évidemment, personne ne le croit, surtout pas le procureur en charge de l'affaire, et Dan est accusé du meurtre de Jody et de la tentative de kidnapping sur Mackenzie. Et Dan risque gros, très gros, et comme il est d'usage de le faire en Amérique, on lui explique que c'est soit la prison à vie, soit il avoue tout, et sa peine sera réduite. Dans ce genre de stratégie, ça passe ou ça casse, mais souvent, les accusés acceptent pour s'éviter le pire. Comme l'a fait Ray, souvenez-vous, alors même qu'il était innocent. Et petite parenthèse, mais encore une fois on y reviendra plus tard, c'est pour ça que le pourcentage de plaidoyer en culpabilité avec accord préalable est présent dans la majorité des affaires aux États-Unis, que l'accusé soit innocent ou coupable. Dans le cas de Dan, il est accusé de meurtre au 2e degré et en échange de ses aveux complets, on lui retire les chefs d'accusation d'enlèvement, d'agression sexuelle et j'en passe. Et l'accord en plaidoyer de culpabilité lui évite de passer le reste de ses jours en prison, vous l'aurez compris. Et Dan va donc tout avouer. Il va expliquer en détail ce qu'il s'est passé le soir du 8 novembre 2007. Il explique que ce jour-là, il nettoyait tranquillement sa voiture dans son garage lorsqu'il a aperçu la petite Jody sur son vélo. On sait qu'elle rentrait chez elle après avoir passé l'après-midi à jouer
chez une amie. Dan a alors interpellé Jody, lui a alors demandé de l'aider à débarrasser des cartons. Jody ne s'est pas méfiée et elle est alors descendue de son vélo et une fois dans le garage, Dan s'est jeté sur elle et lui a attaché les mains dans le dos. La petite s'est débattue. Elle l'a supplié de la laisser s'en aller, mais Dan avait d'autres plans en tête. Il l'a alors mise à l'abri des regards dans son bateau qui était lui aussi garé dans son garage. Il a dit que la pauvre enfant avait, je cite, « peur comme l'enfer ». Il a dit qu'il lui a soulevé son t-shirt, puis a commencé à l'agresser sexuellement. Enfin ça, il va l'avouer à demi-mot. Il va expliquer, certes, l'avoir molesté, a touché, mais en aucun cas violé. Puis, toujours d'après lui, après une 40aine minutes d'abus en tout genre, il lui a placé un sac plastique sur la tête et l'a tué. Il avoue qu'il n'en avait pas envie, mais qu'il a eu peur que Jody ne le dénonce. Puis sans attendre, il a embarqué le vélo de Jody à l'arrière de son pick-up, a placé l'enfant inerte sur le siège passager et s'est rendu dans le cimetière. Au cimetière, il a repéré un endroit sombre, le plus sombre, a-t-il dit, et c'est là qu'il a jeté la petite et son vélo. Puis avant de partir, Dan a nettoyé un peu la scène du crime, puis récupéré les liens qui avaient servi à entraver Jody pour qu'on ne puisse pas remonter à lui. Il est ensuite rentré chez lui et s'est débarrassé de ses vêtements qu'il portait ce jour-là. Ensuite, il a attendu patiemment, a vu que la police avait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre, et c'est ainsi qu'il a vite compris qu'il était sorti d'affaire. Quand les policiers lui demandent ce qu'il pense de tout ça, il déclare avoir honte. Honte d'avoir fait ce qu'il a fait, et honte d'avoir fait ça à sa famille. Et il parle de sa famille à lui, pas celle de Jody. Il se dit également triste, très triste, mais dans le fond soulagé de s'être débarrassé de ce terrible fardeau qu'il gardait depuis tant d'années. Mais les enquêteurs restent perplexes. Et s'il n'y avait pas d'autres victimes? Pour le savoir, ils vont inclure une clause dans l'accord passé avec Furlong. S'il se dénonce dans d'autres affaires criminelles, il ne sera pas poursuivi pour celle-ci. Car encore une fois, les policiers en sont sûrs, Dan a sûrement fait d'autres victimes. Comme l'a très justement déclaré le procureur en charge de l'affaire, on ne commence pas à agresser des enfants à 57 ans. Il y a forcément eu d'autres victimes avant Jody et peut-être même après. Les enquêteurs vont s'intéresser à d'autres meurtres et disparitions d'enfants de la région, dont celle de la petite Britney Beers, 6 ans, qui a eu lieu le 16 septembre 1997 dans la ville de Sturgis. La petite fille avait disparu alors qu'elle se baladait seule à vélo. Son vélo avait été retrouvé à la porte de chez elle, mais la fillette, elle, n'avait jamais été retrouvée. Et elle est toujours aujourd'hui portée disparue. Mais Dan nie en bloc. Il n'a rien fait, mis à part le meurtre de Jody et la tentative d'enlèvement de Mackenzie. Et faute de preuves suffisantes, il n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Et lors du procès, il a été condamné à une peine de prison allant de 30 à 60 ans. S'il ne meurt pas en prison, il ne mettra pas ses pieds dehors avant ses 90 ans passés et sera probablement trop vieux pour recommencer ses méfaits, mais ça, seul le temps nous le dira. Et qu'en est-il alors du pauvre Ray ? Eh bien, il n'a pas été blanchi immédiatement. Il a dû se battre des années pour obtenir justice et enfin être blanchi des accusations de parjure. Les policiers ont tout fait pour le maintenir en prison pour ne pas perdre la face. Bien que Dan Furlong ait témoigné ne jamais avoir fréquenté Ray, les policiers ont eu des doutes lorsqu'ils ont appris que les deux avaient travaillé auprès d'enfants dans des associations sportives. Alors ils se sont dit que peut-être ils se connaissaient, que peut-être ils avaient été complices. Mais encore une fois, aucune preuve. Sans compter que Ray, au moment des recherches, et ça je ne vous l'ai pas dit, avait suggéré à tous d'aller fouiller le cimetière pendant que lui était parti fouiller des ruines où les enfants du quartier aimaient jouer et où il pensait qu'il y avait encore plus de chances de retrouver Jody que dans le cimetière. En d'autres termes, il n'avait pas pensé qu'au cimetière. Les conséquences pour Ray ont été terribles. Il a perdu son emploi, sa femme l'a quitté et toute une partie de sa famille lui a tourné le dos. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'est accusé d'une chose qu'il n'avait pas commise, en l'occurrence le parjure, il a expliqué qu'il ne pouvait pas prendre le risque de passer le reste de sa vie en prison. Selon lui, il a littéralement été jeté en pâture aux médias et condamné
dès le premier jour par les officiers, persuadés de sa culpabilité. Pour lui, ses droits constitutionnels ont été violés. Il a été broyé par le système judiciaire américain qui, selon lui, ne laisse aucune chance aux innocents. Il a déclaré « J'étais un otage, pas un prisonnier, c'est ce que je ressentais ». Alors, combien sont-ils, chaque année, à s'accuser de faits qu'ils n'ont pas commis pour espérer ne pas croupir de longues années en prison? Eh bien, cette affaire est un exemple parmi tant d'autres des redoutables failles du système judiciaire américain. Et c'est une bien triste réalité. Le plaider coupable aux États-Unis est la voie la moins risquée pour les accusés, coupables ou innocents, et c'est tellement devenu monnaie courante qu'il concerne 90% des condamnations. Un pourcentage affolant et anormal, et ce sont généralement les procureurs qui poussent les accusés des affaires qu'ils défendent à plaider coupables. Certains procureurs sont de véritables spécialistes, mais ça on y reviendra, à la rigueur peut-être dans une prochaine affaire que j'ai en tête. Et très souvent, les affaires courantes sont littéralement expédiées pour que plus de temps et de moyens soient consacrés aux affaires plus importantes et aussi et surtout pour désencombrer les tribunaux et économiser l'argent du contribuable. Mais un tel système débouche fréquemment sur des injustices. Prenons par exemple le cas de John Dixon dans le New Jersey. Le pauvre a eu si peur de devoir passer toute sa vie en prison qu'il a plaidé coupable en 1991 pour un viol qu'il n'avait pas commis. Il a été relâché après avoir passé 10 ans en prison en novembre 2001 après qu'un test ADN l'ait innocenté. Alors, combien d'innocents croupissent en prison ? On est en droit de se poser la question lorsque l'on connaît le système. Mais encore une fois, on traitera sûrement ça plus en profondeur dans d'autres affaires à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour plus de faits divers inédits, à nous rejoindre sur notre Instagram, donc qui s'appelle désormais Ucrim Sisters, et enfin à nous soutenir sur notre Tipeee. Sachez que la plupart de nos vidéos ne sont pas monétisées de par leur contenu. Alors c'est une façon de nous aider à pouvoir continuer à garder ce rythme de 2 vidéos par semaine qui nous demande tout notre temps. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Ucrim pour une autre triste histoire.